Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 238e épisode le 29 juillet 2021. Mark Zuckerberg a dessiné l'avenir à long terme de l'entreprise Facebook. Alors c'est tout à la fois très prospectif et en même temps assez flou. On va en parler ensemble, on va parler ensemble du métavers et pas, je fais la blague tout de suite, et pas le métavest à l'envers. Et puis on continuera sur, désolé. Et puis on continuera aussi sur les prochaines actions de ces dirigeants de GAFAM. Jeff Bezos a succédé à Richard Branson pour inaugurer la nouvelle ère dans laquelle on entre, celle des vols touristiques dans l'espace. Alors entre bataille de nomenclature et distinction, on va revenir sur ces événements qui ont quelques jours maintenant, mais comme il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, on va pouvoir revenir dessus. Et puis, il y a toujours un petit peu des sagas de l'été, des sujets tech qui viennent comme ça en trame de fond nous occuper et occuper notre veille. Et cette année, parmi donc les sagas de l'été, il faut souligner le projet Pegasus qui rappelle Scoop que nos appareils ne sont pas parfaitement sécurisés en permanence et qu'il existe des solutions pour mettre à mal nos appareils, donc quels qu'ils soient. Des révélations qui s'appuient sur une fuite de 50 000 contacts ciblés par logiciel espion. On va en parler ensemble. Et puis c'est le moment propice aussi pour se poser un petit peu autour des gadgets du moment. On parlera d'ailleurs un peu du Steam Deck, donc la console portable. Alors est-ce qu'il s'agit vraiment d'un concurrent de la Switch ? Rien n'est moins sûr. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le non moins technophile et non moins enthousiaste rédacteur en chef de Frandroid, site d'actualité tech, c'est Manuel Castejon. Salut Manu, merci de te joindre à moi. Salut Guillaume et merci pour l'invitation et salut tous les auditeurs. Merci. Et auditrices. Merci beaucoup de te joindre à nous, et puis j'ai le plaisir également de retrouver un de vos blogueurs / podcasteurs, ouais, j'arrive même plus à le dire moi-même, je vais le refaire, podcasteur / chroniqueur favori, spécialiste des drones submersibles, réseau Wi-Fi et domotique, c'est Gaëtan, alias Gaëtan de Geek. Salut Gaëtan. Salut Guillaume, bonjour tout le monde. Merci à toi aussi de te joindre à nous pour cet épisode. Alors comme je vous le dis, alors c'est toujours des épisodes comme on le disait un petit peu avant l'enregistrement d'été, donc il y a le rythme est un petit peu différent de ce qu'on connaît d'habitude, mais tu disais Manu que le rythme était malgré tout un peu plus soutenu ces dernières années. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que en fait, on a de plus en plus de constructeurs qui veulent justement se démarquer un petit peu du calendrier traditionnel avec le CES en janvier, le Mobile World Congress pour les mobiles en février, l'IFA en septembre et les grosses sorties ponctuées surtout au mois de mai et au mois de septembre-octobre. Et justement, il y a eu tous les petits qui sont arrivés, beaucoup de constructeurs chinois notamment, qui ont essayé de se démarquer des gros comme Samsung, comme Apple, comme Google, etc. et qui se sont dit, dans ce cas-là, il faut pas lancer nos appareils en même temps que les autres. Donc, ils les sortent quand les autres ne font rien, et en général l'été. Donc nous, sur la rédaction, c'est le moment où on espère rattraper notre retard et prendre un peu des vacances, mais c'est raté. Bon, on rappelle qui est rédacteur en chef, effectivement, Frandroid, une source de contenu qu'on relaie très souvent dans Tech Café. On va donc aussi, d'ailleurs, on va parler de Samsung. Eux aussi, ils font des annonces l'été. On va en parler tout à l'heure. Un petit mot juste avant dans les avis Apple Podcast, dans lesquels je me suis plongé une nouvelle fois avec délectation pour découvrir qu'il y avait eu un nouvel avis qui nous dit un podcast riche en informations tech, mais pas que. Il vous permet aujourd'hui de comprendre le monde qui nous entoure et de prendre les bonnes décisions technologiques. J'utilise ce que j'apprends dans ce podcast dans mon travail et je suis fier de participer à ce podcast indépendant avec Patreon. Longue vie aux deux Guillaume qui rythment ce podcast entre avis et analyses pertinentes. Merci beaucoup à toi d'avoir déposé ton avis sur Apple Podcast. Et puis au passage, vous avez été assez nombreux à venir vous inscrire et soutenir Tech Café sur Patreon. Alors du coup, un grand merci en particulier à Arnaud, à Pafranqui, mais peut-être quelqu'un d'autre, Pafranqui, Vincent et Fer31, et puis merci également tout particulièrement à ceux qui choisissent de renouveler leur participation, notamment Lo, Thomas Piron et Édouard Marquet. Merci beaucoup à vous qui soutenez Tech Café. Pour ceux qui ne connaîtraient pas... Oui, Manu, peut-être non. Et Édouard qui était d'ailleurs chez Frandroid à une époque. Absolument, et qui a été un des premiers développeurs de Pierre-Olivier, me disait-il. On a parlé un petit peu en off de Pierre-Olivier Dimman, qu'on salue. Exactement.
Et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas Patreon, c'est très simple. Tech Café, c'est un podcast donc gratuit, accessible à peu près partout où il est possible d'écouter des podcasts. Jusque-là, tout va bien. Quoique c'est peut-être une denrée qui se raréfie, mais en tout cas, ce sera le cas durablement. Et puis celles et ceux qui considèrent que l'émission leur plaît tout particulièrement, alors qu'elle a un rôle pour eux à titre individuel ou à titre professionnel, parce que l'info qu'on y trouve est qualitative, bien amenée, ou même parce que c'est un petit rendez-vous de divertissement, vous pouvez participer donc financièrement avec des toutes petites sommes sous la forme d'un abonnement. Il y a évidemment quelques avantages, parmi lesquels un flux privé qui retire la pub. Si vous découvrez le podcast, forcément, je vous invite quand même à écouter quelques épisodes pour vous forger une opinion, vous vous abonnez et puis vous ferez votre avis dans quelques épisodes. Et si ça fait quelques semaines ou quelques mois que vous écoutez Tech Café, je peux que vous inciter à aller jeter un coup d'œil à Patreon. Le site c'est patreon.com/techcafé. Patreon pour info, ça s'écrit Patreon, patreon.com/techcafé. Allez, sans autre forme de procès, on va donc se mettre à jour avec les actus d'été, à commencer par une première information alors qu'on a vu, qu'on a pu digérer un petit peu aujourd'hui, qui était un peu la faux de la journée, qui est en lien avec Facebook, parce que Mark Zuckerberg, à la tête de Facebook, a pris la parole en interne pour donner des grandes orientations stratégiques de l'entreprise, et il s'est entretenu avec le site The Verge sous la forme d'un entretien. Un entretien qui est dispo en podcast d'ailleurs si je dis pas de bêtises, mais qui est relié aussi à l'écrit, où il dessine donc l'avenir de Facebook et qui va de plus en plus s'éloigner de la notion de réseau social pour aller dans ce qui va succéder aux réseaux sociaux. Ils veulent que d'ici 5 ans, on ne perçoive plus Facebook donc comme une entreprise de réseaux sociaux, mais comme un métavers, ou une entreprise de métavers. Alors, on parle en anglais de metaverse, et d'après mes recherches diverses et variées, la traduction la plus appropriée, ce serait métavers. Alors, métavers, c'est pas un être de votre intestin, un petit ver qui serait muté, c'est pas ça. C'est plutôt un concept qui a été décrit la première fois dans un roman qui s'appelle Snow Crash, qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Neil Stephenson, donc ça date de 92. Et en gros, il y a une définition sur laquelle des experts se sont mis d'accord pour dire que un métavers, ça devait donc couvrir à la fois les mondes physiques et virtuels, contenir une économie à part entière et puis une forte interopérabilité. Ça ressemble un petit peu aux environnements, à la Shadowrun, à la Cyberpunk, quand on voit des mondes virtuels qui se mêlent à des mondes physiques, à des mondes tangibles. Et donc on va assister a priori, d'après cette orientation, à une convergence entre tout à la fois la réalité physique, virtuelle et augmentée. Bon, si on prend cette définition telle quelle, ça reste quand même très flou. On sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a une volonté assez futuriste qui, quand on connaît un petit peu la tech, peut faire écho à des choses qu'on peut connaître et qui commencent à être plutôt réelles, mais quand on s'y intéresse pas tant que ça paraît quand même être plutôt de la science-fiction. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Mark Zuckerberg décrit ça dans son entretien comme le successeur de l'internet mobile. Il rappelle que c'est en gros aujourd'hui ce qu'on a, c'est qu'on est tous très connectés grâce au smartphone, mais à travers donc des rectangles d'affichage comme il le décrit, et évidemment ça paraît pas naturel. Il voudrait lui qu'on s'oriente plus sur une incarnation de cette connexion au travers notamment de casques de réalité virtuelle, mais pas que, en sachant que la 3D serait une des composantes mais serait pas obligatoire. C'est là où on commence à toucher à des aspects de définition un peu flous qui nécessitent d'être affiné. Il définit selon lui qu'à la fin de la décennie, donc d'ici 2030, les casques de réalité virtuelle pourront être portés à peu près tout le temps, ce qui donne des exemples assez concrets. Par exemple, un bureau portable, donc on pourrait un bureau virtuel portable du coup qu'on pourrait installer où on veut. On pourrait s'imaginer aller au Starbucks et puis retrouver toute notre configuration avec notre écran, notre clavier virtuel, mais même notre bureau avec les petits papiers virtuels, allez savoir. Qu'ils décrivent eux comme le Infinite Office. On pourrait tenir des réunions et par extension, il entrevoit d'ailleurs le développement de pas mal de métiers, dont des métiers autour de la création, évidemment toute une économie de développement de ressources qui pourrait agrémenter ces bureaux.
Bon, ça tombe à point nommé, on est en 2021, ça fait écho forcément à une situation où les interactions physiques sont très compliquées, donc là pour le coup ça rend les choses plus tangibles que ça n'aurait pu l'être il y a quelques années. Il décrit lui un développement qu'il se voudrait, tenez-vous bien, ouvert et interopérable, ce qui lui permet peut-être de tacler indirectement Apple dans ses développements un peu cloisonnés. Il est conscient, cela dit, qu'il y aurait plusieurs approches, donc c'est pas uniquement l'approche métavers de Facebook qui serait la seule et unique dans sa vision, mais qui serait une des visions. D'ailleurs, quand on lit entre les lignes et quand on écoute un peu entre les mots ses propos, on comprend qu'il serait tout à fait à l'aise sur le fait qu'il y aurait d'ailleurs un métavers Apple un peu fermé et puis peut-être d'autres métavers ouverts, allez savoir. Il soutient dans sa description le fait qu'une gouvernance des entités publiques est plutôt pertinente. Bon bah c'est bien, hein, il est pas en train de dire que ce sera un monde qui sera uniquement dominé par les GAFAM, mais que des entités de type association ou étatique pourraient tout à fait être partie prenante. Encore faut-il qu'on définisse concrètement les fonctionnements. Et forcément, un des derniers éléments qu'on peut garder à l'esprit, puisqu'il a été titillé sur le sujet, c'est que on arrive quand même sur les sujets de la modération en ligne. Si jamais aujourd'hui Facebook étant critiqué sur la modération des contenus et le côté sain des conversations qui ont lieu sur les réseaux sociaux, on s'imagine mal comment est-ce qu'il pourrait être plus pertinent sur la qualité des interactions sur un métavers, en tout cas tel qu'il est dessiné. Donc ça laisse évidemment très songeur. Il pense quand même, hein, malgré tout, qu'il y aurait des autorités pas de régulation, mais qui définiraient des contours de fonctionnement. Il cite par exemple l'analogie avec le W3C qui définit un certain nombre de normes de communication sur Internet. Bon, tout ça est très très futuriste. Ça laisse place à beaucoup d'imagination, peut-être beaucoup d'attentes, beaucoup d'excitation. Alors je vais vous laisser peut-être réagir l'un et l'autre à ces éléments. Est-ce que vous l'aviez suivi et surtout est-ce que ça vous inspire? Gaëtan, comment tu vois ce métavers? Est-ce que tu as qu'une envie, c'est de te jeter dans cet univers que nous dessine Mark Zuckerberg, ou est-ce que ça te ferait peur? Non, honnêtement, oui. Ready Player One, c'est à ça que j'ai pensé tout de suite quand j'ai vu ça. Même si effectivement, quand tu vas dans le détail, c'est pas du tout le projet. En fait, le projet, c'est de fusionner, on va dire, les réseaux sociaux et le télétravail. Enfin, je simplifie un petit peu, mais c'est un peu les deux grands ponts qu'il va essayer de rassembler. Il y a deux choses là-dedans. Il y a la première chose, Facebook, c'est comme l'origine, le créateur du réseau social. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à faire autre chose ou d'avoir une vision de ce qu'il veut faire de Facebook plus tard. Donc, c'est bien qu'il ait une vision pour faire autre chose que ce que c'est aujourd'hui. Mais par contre, la deuxième chose qui est un peu plus inquiétante, c'est lorsqu'il dit qu'il est ouvert à ce que ce soit une régulation, qu'il y a des normes légales qui viennent encadrer tout ça. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, si tu veux avoir un gouvernement, tu dis qu'est-ce que vous pensez mettre en place pour le métavers, que ça puisse un peu interloquer les personnes. Bon, moi, ça c'est plus une parenthèse, une anecdote par rapport à ça. Mais bon, blague à part, il pose les jalons, je pense, de ce que peut être effectivement demain les interactions entre les personnes via Internet. Et pourquoi pas. Après, c'est toujours les premiers qui s'expriment sur ce genre de choses qui peuvent donner un peu la tonalité pour les autres. C'est-à-dire que si Facebook se met dedans, les autres vont se dire on ne veut pas être pris de court, donc ça peut donner en fait une direction commune. Ouais, tout à fait. Bah, tu parles de la vision de ce qui va suivre leur activité pour les réseaux sociaux. Alors, on est tout à fait disposé à le croire ou pas. Lui, il avait déjà, selon ses dires, cette vision-là avant même de créer Facebook, donc ou même l'ancêtre de Facebook. On va pas refaire l'histoire de Facebook là. Alors bon, évidemment, c'est un peu facile à dire, mais pourquoi pas? On est tout à fait disposé à imaginer qu'il rêvait de ça enfant. Et tu parles de Ready Player One. Alors justement, dans l'interview, il est un peu challengé là-dessus. On lui demande, le journaliste lui demande si vous arrivez à construire un métavers, est-ce que vous considéreriez le fait que la première personne qui fait quelque chose, en gros, trouve un trésor. Alors évidemment, il dit qu'il apprécie la référence. C'était trop facile de pas poser la question. Manu, qu'est-ce que t'inspire ce métavers? Est-ce que tu penses que ça y est, là, il va falloir basculer la rédaction au même titre, ils sont en train de mettre en place une équipe chez Facebook pour travailler sur ce métavers, qui d'ailleurs rassemble des compétences autour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, du réseau social. Bref, les équipes sont un petit peu en train de se construire autour de ce nouveau projet à très long terme. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on commence, là, ça y est, à s'organiser, à créer peut-être un nouveau site d'actualité autour des métavers, ou est-ce que on s'emballe pas un petit peu autour de la com de Facebook? Qu'est-ce que t'en penses?
Je pense qu'on s'emballe carrément autour de la com de Facebook et que l'analogie justement avec Ready Player One est à mon sens mauvaise puisque Ready Player One, dans le film, il y a vraiment une distinction entre le monde virtuel et le monde réel. Et justement, ce que les grands de la tech aujourd'hui essayent de faire, c'est de réduire cette frontière et de faire en sorte que la tech telle qu'on le vit aujourd'hui soit de plus en plus intégrée dans notre quotidien. Et moi, ce que m'inspire vraiment ce métaverse, en fait, c'est ce qu'on a déjà pu entreapercevoir entre les lignes par le passé et à travers certains leaks de projets futurs qui vont arriver. C'est tout ce qui va pouvoir être fait autour de la réalité virtuelle. Et là, je pense notamment aux Google Glass qui ont malheureusement été un échec cuisant et aux rumeurs autour des prochaines lunettes de réalité augmentée dont on nous parle au sujet d'Apple qui seraient dans les cartons et qui vont arriver. Et je pense que Facebook et Microsoft d'ailleurs, parce qu'ils sont aussi sur le projet, vont essayer de pousser justement pour remplacer le smartphone. Tu disais toi-même tout à l'heure, tu parlais de l'après-smartphone. On a eu l'ordinateur, qui reste encore aujourd'hui une plateforme très utilisée. On a eu le smartphone qui remplace de plus en plus l'ordinateur dans nos interactions avec le web. Et la question de demain, ça va être comment on va supprimer ce smartphone. Et donc la solution qui est envisagée aujourd'hui par beaucoup d'acteurs et dont on a pu entreapercevoir des bribes, c'est les lunettes de réalité augmentée qui permettent de faire plein de choses. Et autour de ça, il y a tout un écosystème logiciel qui va devoir être créé pour pouvoir récupérer en fait tout ce que tu fais, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu es, et de la façon la plus transparente qui soit. Donc ça veut dire essayer de supprimer un petit peu les sites web, les applications, et juste essayer de récupérer ce qu'on cherche tous en fait, à savoir l'information. On peut le voir par exemple avec Google, le moteur de recherche qui de plus en plus apporte des réponses à nos questions avant même qu'on clique sur un site. Avant, on cherchait des sites web, maintenant on cherche vraiment des réponses sur Google. Et là, je pense que ce qui veut dire, c'est que par son métavers, c'est que on va avoir finalement, on va être tout le temps connecté. On va avoir tout le temps les informations où on veut, quand on veut, que ce soit à travers des lunettes, à travers des lentilles, etc., pour pouvoir avoir tout le temps. Vu que c'est Facebook, avoir ton fil Instagram ou tes photos Instagram ou alors tes conversations WhatsApp ou des informations liées à un lieu justement tiré d'Instagram ou de Facebook, etc. Ce que fait déjà d'ailleurs Google en réalité virtuelle sur Google Maps par exemple, où tu as juste à passer ton téléphone devant une enseigne et tu vois les notes du restaurant, tu vois son menu, etc. alors que tu as juste passé ton téléphone devant un bâtiment. Donc pour moi, c'est un petit peu, ça va être ça le métavers, c'est-à-dire que on va remplacer le téléphone par des informations qu'on aura toujours sur nous et toujours à nos dispositions devant les yeux. Et dans un cas comme ça, en fait, Google est vachement en avance sur Facebook, vu la quantité de données aujourd'hui qu'ils ont en termes de data. Je pense effectivement que Google a énormément d'avance, mais Facebook reste quand même un acteur qui est incontournable aujourd'hui et pour tout ce qui est commerce et discussion, etc., ça reste quand même un acteur qui a une quantité de données incommensurable. Suffit de voir les tags et le nombre de photos et d'informations que tu peux récolter sur un lieu juste grâce à Instagram, ou alors les informations que tu peux avoir sur un magasin ou un restaurant parce qu'il a sa page Facebook associée qui donne des commentaires, qui donne plein de trucs. Finalement, en fait, c'est vrai que on peut penser que Google a une longueur d'avance, mais Facebook n'est pas loin derrière. À mon avis, c'est plus Apple et Microsoft qui tournent un peu en circuit fermé, qui seront bien loin derrière Google et Facebook. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette prise de parole, bon, d'une part, je trouve que c'est un exercice de communication sur lequel il se sort plutôt bien. On a un peu de mal, je trouve, à le suivre sur beaucoup d'éléments, parce que forcément, quand on sait les affaires, les dossiers noirs qu'il y a dans l'historique de Facebook, c'est compliqué de le suivre surtout. Mais je trouve que c'est un exercice de communication sur lequel il se tire
plutôt bien, ne serait-ce d'ailleurs encore une fois sur la modération de contenu. Il arrive quand même à nous faire douter du fait que ce soit possible d'être parfait en termes de modération, même si je pense que c'est très compliqué, en prenant cette analogie entre la modération de Facebook et l'activité qui est menée par la police, par exemple, par les autorités sur le terrain. Il dit bien que la police, elle va pas permettre d'éviter 100% des crimes, mais le but c'est de faire le mieux possible. Alors c'est facile forcément de tenir ce propos, mais je trouve qu'en matière de communication, c'est quand même assez malin. Et c'est malin aussi d'inscrire cette communication dans une direction qui a été tracée depuis pas mal de temps. Quand Facebook présente ses activités d'entreprise, ils disent bien que leur objectif, c'est de connecter les gens les uns aux autres. Et l'élément sur lequel il insiste énormément dans la description de ce métavers, ce sur quoi je trouve tu diminues peut-être un petit peu la portée à mes yeux, Manu, c'est qu'il parle bien d'incarnation. Et effectivement, il y a cette notion d'information qui est rajoutée avec des couches qui sont plus présentes au quotidien au travers de lunettes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, mais il parle aussi de cette incarnation, cette espèce de vœu pieux qui veut que nos réunions demain, on n'aura pas besoin de sortir chez soi, mais en même temps, on sera physiquement à côté de nos collègues et on aura une position, la voix de la personne qui est à notre droite viendra, le son viendra vraiment de notre droite, etc. Pour autant, on ne sera pas amené à se déplacer. Est-ce que ça rend pas d'ailleurs caduque totalement le télétravail ? Je pense qu'en tout cas ça y contribue. Tu vois, Manu, ce que je veux dire par cette incarnation que lui souligne en tout cas Mark Zuckerberg ? Ouais, je vois, mais je pense qu'on l'idéalise un petit peu en gardant justement à l'esprit des œuvres de science-fiction comme Ready Player One ou alors plus terre à terre Second Life où on avait une espèce d'incarnation et on faisait un peu n'importe quoi dans un monde virtuel parce que en fait ce que tu décris là finalement on le connaît déjà un peu Second Life. Non mais les réunions etc. En fait on les connaît déjà et c'est vrai que aujourd'hui c'est un écran. Demain, ça sera une incarnation en réalité virtuelle avec une caméra qui te scannera en 3D et donc tu verras réellement peut-être tes collègues en 3D bouger dans la pièce et être présents alors qu'aujourd'hui tu les vois sur un écran. Mais je suis pas sûr que l'incarnation en soi soit réellement beaucoup plus augmentée que ça. Bon, en tout cas, pas dans 10 ans. En fait, écoute, on verra. Oui, Gaëtan. Dans son esprit, en fait, il veut faire un système d'exploitation dans lequel on fait partie. L'humain fait partie. Là, je projette vachement loin. Si, moi je pense encore une fois, dans cette dimension d'incarnation, il y a raisonner autrement qu'en ayant une information descendante qui nous arrive, quelle que soit la manière d'ailleurs dont elle nous arrive, mais plutôt effectivement être une composante. Alors par certains aspects aujourd'hui, des outils comme Internet, on parlait tout à l'heure de Google et de la masse de données qu'ils ont, il y a aussi cette masse de données parce qu'il y a énormément d'utilisateurs qui contribuent, que ce soit au travers de rédaction de sites web, mais aussi ce que font les utilisateurs dans Google Maps par exemple, c'est autant de remontées de données qu'ils peuvent avoir, mais c'est une incarnation, j'ai l'impression, d'une dimension supplémentaire qu'il veut lister. Bon, on verra, je pense en tout cas dans 10 ans, si jamais c'était des propos de pure communication ou si jamais il en a tiré quelque chose. Ça reste en tout cas très intentionnel à ce stade et assez peu concret, et c'est vrai qu'on est habitué maintenant à toucher du doigt les vraies innovations entre les mains pour être convaincu, et ça fait un petit moment qu'on n'a pas été complètement ébloui par une nouvelle techno. Je me rappelle d'une annonce d'un autre été, c'était la techno de Elon Musk, Neuralink, où il l'avait présenté, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans maintenant, il l'avait annoncé il y a 3 ans, un été. Alors là on se disait c'était l'avenir, peut-être que ce sera le métavers, on verra lequel y arrivera le mieux. Mais justement, il y a quand même une grosse couche tech, parce que ça, c'est beaucoup de promesses et beaucoup d'idées qu'ils ont, mais il y a toute une couche tech aussi qui va devoir faire ses preuves. Et en fait, on l'a vu par le passé, tout ce qui est tech, tout ce qui est produit, il y a un moment où tout ce qui est matériel, il faut de toute façon qu'il y ait une application, il faut que ça sorte, il faut que les développeurs le prennent en main, etc. Et
moi, en fait, une vision aussi idéaliste, je la vois pas dans 10 ans. Si on se rappelle un petit peu, il y a 10 ans, presque, il y a 9 ans, en 2012, Samsung présentait son premier écran flexible. Aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, on a un Galaxy Fold qui est pas fifou. Essayer de se projeter dans 10 ans en se disant qu'on aura quelque chose de comme ça, alors qu'aujourd'hui, on n'a absolument rien de concret, rien rien qui soit palpable et qu'on puisse vraiment voir et expérimenter, ça me paraît gros quand même. Ouais, c'est beaucoup basé sur des usages à la réalité virtuelle. C'est vrai que le Quest 2 convainc beaucoup par rapport à la facilité d'usage, au fait qu'on peut probablement l'utiliser au quotidien, mais il manque effectivement toute cette couche. Oui, Gaëtan. Et puis pour terminer, je vois pas l'ensemble de la population, enfin, porter des lunettes ou des masques de réalité virtuelle comme la même adoption qu'un smartphone aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à imaginer ça. Je sais pas si vous avez en tête cette image avant-après qu'on voit souvent dans des présentations où il y a l'annonce du pape et l'annonce du pape après l'ère smartphone, où dans la première image on voit tous les gens qui sont en train de regarder et dans la deuxième image on les voit tous en train de filmer l'événement avec le smartphone. C'est toujours à ce genre de comparaison avant-après que je peux penser. Mais t'as raison, c'est vrai que ça donne pas la même impression de pouvoir se répandre aussi facilement que les smartphones, ça c'est clair. Tu voulais rajouter quelque chose, Manu? Ou on a fait le tour du métavers de Facebook? J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave, tu pourras revenir dessus. En tout cas, ce sera peut-être une méta-annonce, un méta-coup de com' de la part de Mark Zuckerberg. On le verra à l'avenir. Il y a un autre bon coup de com' qui a eu lieu, mais quand même un petit élément historique sur lequel on peut revenir, même si ça date un petit peu maintenant de quelques jours, parce qu'on n'en a pas parlé de Tech Café. Dans Tech Café, c'est Jeff Bezos et Richard Branson qui ont été un peu plus près des étoiles, comme on dirait. Le premier, Richard Branson, a grillé la politesse au ex-CEO d'Amazon. Avec Virgin Galactic et a été enchaîné après Jeff Bezos qui est parti dans l'espace. Il y a des polémiques, alors ça a été largement relayé dans la presse, donc on va pas non plus s'étaler trop en longueur, mais c'était quand même intéressant de rappeler qu'il y a cette fameuse limite de Karpman qui définit l'espace comme étant quelque chose qui est à 100 km au-delà du niveau de la mer, et il y a une vraie différence dans les deux prestations. Du côté de chez Virgin Galactic, on est à un peu plus de 80 km au-dessus du niveau de la mer, alors que dans le cas de Blue Origin, donc du côté de Jeff Bezos, on est au-delà des 100 km. Évidemment, d'ailleurs, Jeff Bezos appuie sur cette différence. Il appuie aussi d'ailleurs sur l'expérience qu'il peut y avoir avec des hublots qui sont un peu plus immersifs que du côté de Virgin Galactic, où on a plus le sentiment d'avoir des hublots d'avion. C'est la guéguerre, en tout cas, du côté des deux responsables. L'autre élément de guéguerre qu'il peut y avoir entre les deux, c'est le statut d'astronaute. Alors c'est vrai, qu'est-ce que c'est qu'un astronaute? Assez spontanément, on dirait c'est quelqu'un qui va dans l'espace. En fait, c'est pas si simple. Déjà, c'est le terme, on l'avait dit dans un précédent épisode, mais spécialement sur les Américains qui vont dans l'espace. Et il a reçu, Jeff Bezos, un badge, mais forcément, c'est un badge maison qui a été remis certes par un ex de la NASA, mais aussi donc par Jeff Ashby, mais qui est depuis cadre de Blue Origin. Donc forcément, c'est un collègue, c'est un salarié de Jeff Bezos. Donc forcément, il lui a donné son pins d'astronaute. Mais la FAA, la Federal Aviation Administration, donc l'autorité sur l'aviation américaine fédérale, a redéfini les conditions officielles qui sont nécessaires pour obtenir le titre d'astronaute et le vrai badge officiel d'astronaute. Et ils ont décidé donc d'être un petit peu plus restrictifs parce qu'avant les définitions n'étaient pas forcément évidentes. C'est intéressant, ou en tout cas pas suffisantes, et c'est intéressant de voir que la définition d'un astronaute évolue. Et c'est peut-être probablement le meilleur marqueur qui montre à quel point ce que font ces sociétés et ces CEO de ces entreprises-là est marquant d'un point de vue historique. C'est que ça pousse à redéfinir des choses qui semblaient probablement acquises, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un astronaute? Est-ce qu'aujourd'hui aller dans l'espace en tant que touriste c'est être astronaute, ou d'ailleurs à décliner avec d'autres statuts de spationautes d'autres pays. C'est juste intéressant de voir ces aspects-là. Gaëtan, est-ce que ça te donne envie de prendre ton ticket pour aller dans l'espace? Ah bah non, si j'ai pas mon badge, ça m'intéresse pas. C'est pour le badge que tu le ferais. C'est le même titre que navigateur, hein. Si tu vas faire une croisière sur
sur un. J'avais pas en tête ça. T'es pas navigateur? Exact. Je l'avais pas en tête. Et du coup, Là, maintenant, tu viens de me le faire penser. Hein. Ouais, non, mais bien vu. J'avais pas l'analogie en tête, mais en tout cas, c'est bien que ça permette de mieux définir ces éléments-là. Après, ça reste là, c'est qu'une guéguerre. Alors, la partie technique, c'est quand même, c'est vrai qu'on parle de côté astronaute, c'est pas des astronautes alors qu'ils ont été dans l'espace, mais c'est quand même impressionnant si on prend un peu de recul sur quelques années, que t'aies coup sur coup deux sociétés privées qui ont été faire un petit tour dans l'espace avec des touristes. C'est clairement ça. Tout à fait. Et ce sera sans doute pas la fin, bien loin de là. Ouais, bien loin de là. Manu, est-ce que ça t'en a touché une sans agiter l'autre, ou est-ce que t'as été quand même marqué par l'événement historique? Je suis assez tiraillé, je dois t'avouer, sur l'événement, parce que d'un côté, des milliardaires qui s'envoient en l'air, c'est pas franchement mon délire. Surtout quand on voit la quantité de pognon qui a dû être injecté là-dedans. Je pense que d'ailleurs il y a un compte Twitter sur Twitter qui s'appelle Est-ce que Jeff Bezos a réglé la fin dans le monde parce qu'il a assez d'argent pour le faire, et tous les jours il tweet non. Voilà, parce qu'il l'a pas fait. Et justement, c'était assez drôle ce jour-là de se dire que non, il a pas réglé la fin dans le monde, il s'est payé un voyage dans l'espace. Donc ça me voilà, ça laisse un goût amer, c'est ça? Ouais, ça me laisse un peu un goût amer. Après, c'est vrai que toutes ces avancées technologiques, en fait, derrière ces mecs qui vont comparer l'orbite, en fait, il y a beaucoup d'avancées technologiques qui vont être réutilisées derrière dans le civil et qui pourront être utiles. Donc, j'ai pas envie de me prononcer négativement sur ces voyages qui peut-être auront un impact positif à long terme. Je sais pas. Si vous voulez en entendre parler de ce sujet de manière peut-être encore plus qualitative et en tout cas très complémentaire à ce qu'on échange là présentement, je vous invite à aller écouter le dernier épisode de Niptech. Ils ont parlé de manière assez intelligente, je trouve, de ce mouvement très très vite. Ils se posent la question de c'est quoi l'objectif, c'est quoi la suite, quoi. Quel est l'intérêt ou la direction qui est prise par cette démarche-là. Je trouve ça très intéressant de se poser la question. Et très très vite, quand ils en discutent, ils font l'analogie avec l'avancée sur le plan de l'humanité de la découverte des Amériques, par exemple. C'était assez dingue à l'époque de s'imaginer que on traverserait l'Atlantique pour arriver sur les Indes ou sur une autre terre. Et quand tu fais l'analogie d'ailleurs avec ces éléments-là, tu pourrais te dire, à l'époque, il y avait sans doute beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté qui aurait pu être comblée par la richesse qui a été investie par les délires des rois de l'époque d'aller explorer ce qu'il y a au-delà de l'Atlantique, quoi. Donc moi j'ai le même sentiment amer que toi, Manu, à chaque fois, mais je le mets un petit peu de côté parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de le réduire à ça, d'autant que, comme tu le dis, la technologie c'est aussi quelque chose qui va être réutilisé pour aller emmener l'espèce humaine au-delà de ses limites actuelles, donc c'est toujours beau. Et puis c'est donc des limites qui sont repoussées aussi dans le cadre des projets qu'a la NASA d'aller revenir sur la Lune et de travailler plus durablement sur la Lune. On avait déjà parlé dans Tech Café du contrat de la NASA qui a été attribué intégralement à SpaceX plutôt qu'à Blue Origin, ou d'ailleurs plutôt qu'à d'autres entreprises. Pour rappel, c'est un contrat de 2,9 milliards de dollars qui vise à créer un module lunaire qui doit donc amener des gens, des astronautes a fortiori, sur le sol lunaire, qui fassent leur petit boulot et puis de les ramener en orbite. L'objectif, c'est 2024, donc c'est quand même assez proche. Et le contrat a donc été attribué intégralement à SpaceX. Alors il y a des flous depuis, notamment qui sont soulignés par Blue Origin, donc l'entreprise encore une fois de Jeff Bezos, qui est pas forcément content du cadre qui a défini l'appel d'offres, notamment c'était pas très clair, est-ce que la NASA devait retenir
une entreprise ou jusqu'à 2 entreprises plutôt, ou forcément 2 entreprises. C'était pas forcément évident sur le cadre, et en tout cas ils sont vexés, ils l'ont fait savoir depuis, et la dernière manière dont ils l'ont fait savoir, c'est qu'il y a eu une lettre de Jeff Bezos qui a été rendue publique, qui est adressée aux responsables de la NASA, et alors ils alignent, ils ont sorti le carnet de chèques Blue Origin, ils proposent tout simplement de prendre à leur charge 2 milliards de dollars de la mission, pour qu'ils revoient leur position, la NASA, sur le programme de l'atterrisseur lunaire, et évidemment qu'ils intègrent, on le comprend, Blue Origin, au moins en partie, mais si ce n'est totalement à ce dispositif. Ils indiquent aussi qu'ils sont prêts à définir en gros le coût du programme à un prix définitif, et même s'il y a des surcoûts de malades, que ce soit au niveau des sous-traitants, au niveau de certains aléas, que en gros ce soit plafonné et que Blue Origin prenne en charge tous ces dépassements. Et ils sont prêts aussi à développer une pré-mission qui permettrait de tester les atterrisseurs lunaires, plein d'éléments inhérents à la mission, avant de vraiment les déclencher. En gros, il est hors de question, c'est ce qu'il faut retenir pour Jeff Bezos, de laisser de côté Blue Origin dans le cadre de cette mission. C'est les derniers éléments d'actualité qu'il fallait vous partager, parce qu'on a déjà relayé ce contrat. Là aussi, je sais pas si l'un ou l'autre, ça vous inspire une réaction. On est dans la continuité, je pense, de ce qu'on vient de dire, mais bon. Moi, je dirais abus de position dominante, là. J'ai tellement d'argent que je suis prêt à tout payer, et puis c'est open bar. Enfin, je suis un peu loin dans le truc, mais c'est un peu ça. Et l'étape suivante, c'est quoi? C'est vous voulez pas de moi aux États-Unis, donc je vais me vendre ailleurs. Enfin, ça peut faire peur, en fait. Le cadre légal est pas évident. J'imagine qu'il y a des avocats qui doivent s'arracher les cheveux en anticipant les procès qui vont commencer à avoir lieu. Tout ça peut-être au détriment de l'avancée. Et c'est la raison d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, selon moi, il n'y a pas d'avancée sur le plan du conflit juridique, pas de procès qui est intenté en bonne et due forme, qui mettrait du lourd, parce qu'en fait, tout le monde a à y perdre dans une histoire de procès. Ça retarderait nécessairement les échéances qui se sont fixées. Ce serait bien dommageable, quoi. Position dominante, je sais pas, parce que il faudrait définir les parts de marché de l'activité spatiale de la NASA. Ouais, c'est pas évident, mais bon. On en vient au dernier élément de saga de l'été, qui est bien évidemment le projet Pegasus. Alors ça fait partie de ces éléments d'actualité tech qui ont été relayés dans la presse généraliste, donc c'est comme ça qu'on arrive à bien mesurer le fait qu'un sujet tech prend vraiment de l'ampleur. C'est quand on voit que des canards qui sont pas habitués à parler de tech en parlent. Qu'est-ce que c'est que le projet Pegasus? Alors déjà le nom Pegasus vous parle peut-être, puisqu'on avait déjà parlé. C'est un programme espion qui est édité par une entreprise israélienne qui s'appelle NSO Group. Et pourquoi est-ce qu'on en reparle? Parce qu'on sait, Pegasus existe depuis pas mal de temps. C'est qu'il y a donc un consortium de médias qui ont travaillé ensemble sur la base d'une fuite massive de 50 000 numéros de téléphone qui ont été sélectionnés comme cible pour ce logiciel Pegasus dans une cinquantaine de pays depuis 2016. Parmi les médias, d'ailleurs, il y a Le Monde, et il y a Radio France, il y a The Guardian, Le Soir. Enfin bon, vous irez regarder sur le site de forbiddenstories.org, donc le consortium, The Wire. Bref, il y a plein de médias. Ils ont eu le soutien du Security Lab d'Amnesty International, et donc ils ont vachement bossé sur ce ciblage, qui révèle entre autres que il y a pas mal de journalistes français et même des acteurs politiques, dont notre Emmanuel Macron national, qui au travers d'un de ces smartphones depuis 2017 aurait été parmi les cibles potentielles. Alors ça veut pas dire qu'il a été espionné, il y a évidemment des enquêtes en cours, et on imagine bien qu'on va pas avoir une annonce demain d'Emmanuel Macron qui va nous dire désolé, j'ai été piraté. Mais il y a quand même pas mal de cibles qui ont été identifiées de la part du gouvernement marocain. Alors ce qui remet un petit peu dans de nouvelles perspectives le rôle de ce logiciel Pegasus et les intentions de la part des clients de NSO Group. Il faut savoir qu'NSO Group commercialise donc Pegasus à des entités, vraisemblablement à des gouvernements, à des entités qui, selon eux, respectent un certain nombre de critères d'usage. Pas facile à vérifier, j'imagine, dans les faits, et qui fonctionnent avec l'aval du gouvernement israélien.
Ce qu'on apprend, je pense, l'enseignement principal, c'est que l'ampleur de Pegasus est d'un certain côté énorme. Et de l'autre côté, l'autre chose qu'on apprend et qui va probablement nous marquer, c'est à quel point, quand bien même Google nous dit qu'Android est sécurisé et à quel point Apple, surtout, communique, notamment en publicité, pour nous dire que les iPhones sont sécurisés, à quel point c'est faillible et à quel point l'environnement informatique mobile, informatique en général, est finalement truffé de failles. On rappelle, Pegasus, c'est un logiciel qui s'appuie sur des failles dites zero day, donc c'est des failles qui sont identifiées et qui n'ont jamais été, qui n'ont jamais fait l'objet de corrections et qui sont pas communiquées par les voies habituelles. Et NSE Group investit énormément d'argent pour que beaucoup de ces failles, et d'ailleurs a énormément de personnel pour identifier ces failles zero day. Et a priori, du côté de l'iPhone, forcément, il n'y a pas plus de sécurité qu'ailleurs. Ça donnerait du grain à moudre à Pierre-Olivier Diman qui nous a répété à moult reprises. De toute façon, je vous dis que l'iPhone est même moins sécurisé que les Android. Et bien sûr. Manu, forcément, tu as suivi ce projet Pegasus de très près. Qu'est-ce que tu peux nous en souligner dans tes regards ? Qu'est-ce que je peux vous en souligner? C'est une bonne question parce qu'il y a plein de choses à dire, que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue technique. Je vais m'en tenir au point de vue technique qui est ce que on fera un tour du côté politique quand même après. Hein. On fera un tour du côté politique, hein, mais parce que j'ai aussi beaucoup de choses à dire. Mais d'un point de vue technique, oui, il faut se rappeler en fait que à partir du moment où on a un appareil qui se connecte à Internet, rien n'est sûr. Et c'est quelque chose qui est important à toujours garder en mémoire, même quand on utilise des conversations, des messageries chiffrées de bout en bout, par exemple, quand il y a eu la shitstorm autour de WhatsApp en début d'année, beaucoup se sont tournés autour de Telegram ou de Signal, justement en se disant c'est plus sécurisé, mais en fait pas du tout. C'est déjà WhatsApp est très sécurisé, c'est chiffré de bout en bout, et ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Telegram sur des conversations traditionnelles. Donc il y a beaucoup une image populaire autour de la sécurité qui est très faussée on a pu le voir en fait. Le projet Pegasus, le logiciel permettait sans clic et sans erreur de la part de l'utilisateur, parce que souvent en fait la plus grande faille, on dit souvent qu'en sécurité informatique, la plus grande faille, c'est l'utilisateur, puisque c'est lui qui va donner son mot de passe. On parlait tout à l'heure de Ready Player One. C'est pour ceux qui ont vu le film, il y a un moment où il y a un homme qui se fait pirater parce que tout simplement, il avait écrit son mot de passe sur son appareil de connexion. Donc on pense souvent que c'est l'utilisateur, mais là en fait la faille c'est une faille 0D, donc qui n'était pas connue avant son exploitation et qu'on découvre le projet Pegasus, et 0 clic, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas besoin d'ouvrir un mail vérolé, de cliquer sur un lien ou quoi que ce soit. C'est vraiment une faille qui était à la base sur iMessage ou Apple Music ou des logiciels comme ça qui étaient intégrés sur les téléphones. À partir de cette faille, ils ont récupéré, ils sont rentrés dans le WebKit pour pouvoir s'extirper de l'application, puisque chaque application sur les téléphones en fait fonctionne dans ce qu'on appelle une sandbox. Donc en fait, elle n'est pas censée communiquer avec les autres applications du système au-delà des autorisations que le système peut éventuellement lui donner. Une cage hermétique, quoi. C'est ça. Donc là, en fait, le Pegasus arrive à sortir de cette sandbox et à aller récupérer des informations partout sur le téléphone, y compris enregistrer l'écran, y compris enregistrer ce qui se passe via les caméras, etc. Et ça, bon, alors, c'est un logiciel qui doit certainement coûter des millions, si ce n'est des milliards, parce que c'est utilisé uniquement par des gouvernements, donc je n'ose même pas imaginer le prix du truc. Mais il y en a certainement bien d'autres qui arrivent à exploiter des petites failles, peut-être moins grosses que celle-ci, et qui peuvent prendre le contrôle de votre téléphone. Donc voilà, moi ce que ça m'inspire en fait, c'est ne croyez jamais votre téléphone, ne croyez jamais la sécurité de votre téléphone, parce que il ne l'est pas. Ouais, là où c'est particulièrement conséquent chez Pegasus, c'est que les ressources qui sont accordées par NSE Group à l'identification de ces failles et à leur exploitation sont très concentrées. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que c'est une équipe très organisée. On a d'ailleurs décrit avec Guillaume Poggiaspala la manière dont étaient organisées certaines équipes qui sont à l'origine de ransomware, par exemple. Mais c'est le cas de beaucoup d'activités évidemment illicites. C'est que bien souvent, c'est des dispositifs un petit
petit peu désorganisé, avec, j'allais dire, des chaînes d'approvisionnement de différents acteurs qui, à différents niveaux, collaborent ensemble. Mais là, c'est vraiment une entreprise qui exploite ça avec énormément de ressources, et donc ça concentre beaucoup les failles, et ça concentre beaucoup les possibilités de les exploiter. C'est ce qui donne beaucoup de force, je pense, à Pegasus. Du coup, peut-être même question, Gaëtan. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu as plus confiance à ton iPhone qu'avant, ou au contraire moins confiance? Qu'est-ce que te fait l'effet, le projet Pegasus? Ça m'a remis en question un petit peu le côté confiance. Moi, je suis un Apple converti, on va dire. Effectivement, il y a pas de. Alors, je me sais bien qu'il n'y a pas de zéro. Enfin, comment la sécurité 100% sur les téléphones, ça n'existe pas. Même sur les trucs informatiques, ça, j'en suis toujours convaincu. Maintenant, ça dépend ce qu'on veut cibler et qui on veut cibler. Si demain on veut vraiment percer une nation, enfin, espionner une nation complète, si on a les moyens, c'est possible. Maintenant, si c'est pour espionner le téléphone de Monsieur et Madame Michou, je suis pas sûr. Comme tu disais, le coût du logiciel, je suis pas certain qu'ils soient intéressés par un podcasteur ou. Bien sûr, et bien sûr, et d'ailleurs, voilà, je relativise par rapport à ça, même si sûr. ça, l'espionnage a toujours existé. Hein. Après aujourd'hui, c'est juste la technologie. Il y a deux choses. Moi, il y a une chose qui me fait réagir, c'est qu'en fait, l'espionnage a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, on en sait beaucoup plus parce que les journalistes ou les organisations qui sont derrière arrivent à récupérer aujourd'hui les infos et à monter des dossiers complets. Donc ça, c'est quelque chose qui et donc c'est révélé au grand public. Chose qu'il était beaucoup moins avant le Watergate. De mémoire, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Donc c'est un peu, moi, ce côté rassurant, c'est de me dire, aujourd'hui, tout peut se savoir et tout se saura un jour. Tout se saura. Oui, vous avez compris. Oui. Un jour, voilà. Ouais, non, je pense que c'est important que tu soulignes. Effectivement, il y a d'ailleurs une espèce de dissonance cognitive dans les messages qui sont portés. C'est que, comme tu le dis, Manu, je pense que ça rappelle à quel point nos appareils sont avant tout des failles, si ce n'est des failles potentielles, peut-être même des failles mobiles qu'on a tous les jours avec nous. Et en même temps, tu as raison, Gaëtan, il y a une espèce de dissonance cognitive parce qu'on nous dit qu'il y a des failles, mais en même temps, tout le monde n'est pas ciblé. D'ailleurs, des outils ont été communiqués. Il suffit aujourd'hui d'installer une application mobile sur votre smartphone pour voir si vous avez peut-être, ou en tout cas s'il y a des traces d'une attaque Pegasus. Mais évidemment, il y a très très peu de chances que vous ayez été ciblé, à moins que vous ne soyez, c'est peut-être le cas, hein, si c'est le cas, manifestez-vous, envoyez-nous un petit message, je serais très content, mais parmi les rédactions du Monde, du Canard enchaîné, là c'est ce qu'on a identifié, hein, le Figaro, l'AFP, France Télévisions, on parle aussi de personnalités, au-delà d'Emmanuel Macron, il y aurait Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart, ou encore Éric Zemmour. Donc évidemment, on n'est pas toutes ces personnes-là, on n'est pas non plus des Jamal Khashoggi qui, a priori, a été la cible lui aussi et son entourage de Pegasus, vous vous rappelez peut-être, hein, mais qui a été assassiné le 2 octobre 2018. On l'avait relayé largement dans Tech Café. C'était un éditorialiste saoudien du Washington Post, a priori par les Émirats Arabes Unis, et a priori Pegasus a joué un rôle là-dedans, évidemment. Et le paradoxe par rapport à ça, justement, c'est pas son téléphone qui avait pu l'enregistrement de son téléphone qui avait pu prouver qu'il avait été assassiné. Alors je me rappelle plus des détails. Je sais qu'il y avait des utilisations même de l'Apple Watch à l'époque. Je crois qu'il y avait une montre connectée, effectivement. Mais oui, il y avait des enregistrements, il me semble. Ouais. C'est peut-être à double tranchant ce Pegasus. Enfin, justement, il est peut-être plus aussi révélé dans l'autre sens. Peut-être que tout le monde l'utilisait en s'espionnant des deux côtés. Enfin, je sais pas. Je suis pas certain que les journalistes aient les ressources pour utiliser Pegasus, quoi. C'est ça qui est dingue. Pas les journalistes, pas les journalistes, mais bon, je sais pas. Bref, allez. Manu, après. T'avais une réaction aussi sur le plan politique. Sur le plan politique, justement, j'avais lu un article intéressant qui était très dans le questionnement, hein, donc il y a rien de sûr, mais typiquement il disait que en fait aujourd'hui on a pu voir que la plupart des numéros français francophones qui ont été mis sur écoute, qui ont été espionnés via Pegasus, ont été espionnés depuis le Maroc. Donc ce serait soi-disant donc le gouvernement marocain qui aurait mis tous ces gens sur écoute. Tu parlais d'Edoui Plenel, tu parlais notamment de journalistes, etc. Donc il mettait ça un peu entre parenthèses pour dire que en fait peut-être que ça pourrait être
tout aussi bien le gouvernement français qui aurait demandé au Maroc de le faire. Alors c'est vraiment, là on part un peu dans des théories complotistes, hein, donc je veux pas non plus donner trop d'importance à ça, mais ça s'est déjà vu par le passé, des gouvernements qui n'ont évidemment pas le droit d'espionner des journalistes de leur pays et qui demandent à d'autres pays de le faire pour eux. Donc ça s'est déjà vu par le passé. Donc c'est l'idée qui soulevait plus ou moins, c'était la possibilité que ce soit le gouvernement français qui ait espionné un petit peu tout le monde en France, que ce soit des journalistes ou d'autres personnalités politiques. Et en fait, au-delà de la question de effectivement, j'ai rien à cacher, je suis pas un journaliste d'investigation ou je suis pas Edward Snowden, etc. On peut toujours se poser la question de est-ce que on veut que tout ce qui se passe sur notre téléphone et dans notre vie privée puisse être lu par notre gouvernement, parce que là, en l'occurrence, les indices pointent vers un gouvernement étranger, mais en fait, on ne sait pas s'il n'y a pas un deuxième logiciel identique à ça qui fonctionne également et qui aurait été qui serait utilisé par le gouvernement français. En fait, tant que ça n'a pas explosé, voilà. Et de se dire que, je sais pas, un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes puisse être qui est un mouvement populaire, puisse être espionné par le gouvernement et que ces informations soient utilisées contre eux, etc. En fait, il y a toujours cette... je pense que ce problème, tout le projet Pegasus a soulevé cette question au-delà du fait qu'aujourd'hui, effectivement, ça ne nous concerne pas tant que ça, parce que ce qui se passe dans le téléphone de Macron ou de Darmanin, ça les regarde que, même si ce qui se passe dans le téléphone de Darmanin, on a déjà pu voir tous ces SMS, donc voilà. Mais ils ont peut-être pu accéder aussi aux nôtres, et ça c'est une question qui aujourd'hui politiquement est importante et qu'on ne peut malheureusement pas encadrer plus que ça, parce que ça ne fera jamais que quelques affaires de temps en temps, comme aujourd'hui le projet Pegasus, dont on n'aura certainement jamais le dénouement, parce que aujourd'hui il suffit de voir comment communique le gouvernement autour de ça, et ils en parlent pas en fait. Ils ont raison, parce qu'ils passeraient pour des cons de se dire le téléphone du président de la République a été espionné en plein Conseil des ministres. Donc voilà. C'est vrai que c'est le type de projet, le type d'affaires qui soulève plus de questions qu'il n'apporte vraiment de réponses, mais c'est bien après tout, hein. Je pense que c'est l'initiative au départ, c'est de susciter la vigilance, l'intérêt, mettre en lumière quelque chose. À la rédaction Humanoïde, est-ce que quand le projet Pegasus est sorti, tout le monde a scanné son smartphone pour voir s'il y avait des logs qui ressemblaient à Pegasus ou pas? Alors même pas, je crois qu'Ulrich l'a fait, mais non, personnellement je l'ai pas fait parce que je pense pas être sur écoute. Ouais. Effectivement, je suis pas Edward Snowden, je suis pas Edoui Plenel, donc je vois pas pourquoi le Maroc s'intéresserait à mes conversations privées. Tu serais peut-être surpris, Manu, Bon, effectivement, c'est un sujet dont on continuera peut-être de parler. J'ai l'impression qu'il y aura pas forcément possibilité qu'il y ait des rebondissements, parce que s'il y en a, ça fera pas forcément l'objet de communication auprès du grand public. Il y a une mise à jour iOS en tout cas qui est tombée, hein. Est-ce que avec des failles de sécurité qui sont comblées, donc de toute façon faites vos mises à jour de manière générale, et puis continuez à être vigilant, forcément, c'est hyper important. Un point moi que j'ai pas identifié, et je fais appel à peut-être votre veille qui aurait été plus fructueuse que la mienne à ce sujet. Je sais que tout ça part d'une fuite de 50 000, donc du listing de 50 000 numéros de téléphone qui sont, alors pas des cibles avérées, mais des cibles potentielles de Pegasus. Donc il y en a plus de 1000 en France sur ces 50 000 numéros. Est-ce que vous avez identifié d'où venait cette fuite, vous de votre côté, dans vos veilles respectives? Moi j'ai pas réussi à identifier d'où vient la fuite et cette source de 50 000 numéros de téléphone. Chou blanc, comme moi. Moi j'ai entendu l'épisode de Tech Café pour en savoir plus. C'est vrai, sur Pegasus, j'ai pas trop lu, j'ai dit ça, je vais voir un truc bien détaillé. Bon, je sais pas. Si vous avez la réponse. Soir, mais c'est très bien, c'est très bien. Bon. Si vous avez la réponse, allez sur les commentaires de techcafé.fr ou peut-être écouter le prochain épisode. J'aurais réussi à trouver l'info. Je suis pas sûr qu'on ait l'info d'ailleurs, hein, mais bon. Allez, on change de rubrique, peut-être. Petite parenthèse. Oui. Si je dis pas de bêtises, j'avais lu ça vite fait. La faille a été découverte sur un iPhone qui était jailbreaké.
parce que en fait, c'est les informations qu'on récupère ne pouvaient pas être récupérées sur un iPhone traditionnel, et donc il fallait que l'iPhone soit jailbreaké pour pouvoir accéder au log ou je sais plus. Enfin, bref, tout ça pour dire que l'iPhone jailbreaké a permis justement de découvrir le projet Pegasus, et ça soulève une nouvelle fois l'intérêt du jailbreak et de l'ouverture du système pour ce genre de choses, parce que sur un écosystème totalement fermé tel que celui d'Apple dans son cadre traditionnel n'aurait peut-être pas permis de découvrir Pegasus. Ouais, et inversement, pendant qu'on est sur la comparaison Android-iOS sur ce sujet-là, si je dis pas de bêtises, sur Android, il y a moins de logs conservés sur notamment qui concernent Pegasus, même de manière générale. A priori, les logs sont plus nombreux sur iPhone que sur Android, en tout cas sur les fonctionnements de base. Donc bon, enfin, il faudrait creuser ça effectivement dans le détail. On continuera peut-être à affiner notre sujet jusqu'à la prochaine émission, allez savoir. Du coup, il faut vous abonner à Tech Café, et comme ça vous serez sûr d'avoir plus d'infos possibles. Donc nouvelle rubrique où on va parler de quelques légèretés, et peut-être que je vais te laisser Manu nous relayer les éléments qui sont prévus à ce sujet, mais en gros on peut quand même vous parler des annonces de Samsung qui vont être faites début août, mais dont on connaît une bonne partie de la teneur. On attend toujours quelques surprises, mais a priori beaucoup de choses ont fuité. Donc une prochaine conférence de Samsung. Traditionnellement, on nous annonçait durant ces événements Samsung des smartphones Samsung Galaxy Note, et je sais qu'il y a plusieurs utilisateurs qui aimaient beaucoup le Note de par la taille, de par le stylet. Cette année, pas de Note. Il semblerait plutôt que tout soit consacré au pliant. Vous allez pouvoir plier en vertical, plier en format portefeuille. Manu, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cet événement du Samsung Galaxy Unpacked 2021 ? Alors, pour le moment, l'événement est prévu pour l'événement est prévu pour le 11 août, et sur l'invitation, le petit carton qui laisse habituellement beaucoup d'indices sur le contenu des conférences, on a pu voir deux formes qui laissent espérer deux smartphones pliants effectivement. Le Galaxy Z Fold 3, donc le successeur du Galaxy Z Fold 1 et 2 qu'on a pu voir les précédentes années, et le Galaxy Z Flip 3. Donc là, c'est comme Bryce the Night, ils ont sauté le 2 et ils sont passés directement du 1 au 3. Donc deux smartphones pliants, l'un qui se plie verticalement, l'autre qui se plie horizontalement. Celui qui nous intéresse le plus, on va pas se le cacher, c'est quand même le Galaxy Z Fold 3, qui est donc un smartphone avec un grand écran, un écran en tout cas de smartphone traditionnel, et quand on le déplie, ressemble à une tablette. Donc les grandes nouveautés finalement cette année, c'est que avec le Galaxy Z Fold 3, justement, comme tu l'as dit, Samsung va abandonner sa gamme Note et a déjà précisé que il souhaitait apporter les avantages de la gamme Note sur d'autres produits, donc sous-entendu la gamme Galaxy Z Fold, et donc on va avoir sur le Galaxy Z Fold un stylet. Je suis un petit peu, dans mon cas, dubitatif sur ce point, puisque alors pas sur l'annonce, parce que c'est clair qu'on va avoir alors les noms donnent un Galaxy S Pen Pro qui sera compatible avec le Galaxy Z Fold 3, mais un des points particuliers qui plaisait aux utilisateurs de Galaxy Note, c'était la possibilité de ranger son stylet dans le téléphone. Donc on avait un petit emplacement pour pouvoir mettre le stylet, on avait tout le temps le stylet sur soi, ce qui était très pratique. Et a priori, ce ne sera pas le cas sur le Galaxy Z Fold 3, donc en fait le S Pen Pro sera un accessoire à part qu'on pourra ranger éventuellement dans la coque du téléphone. D'ailleurs, il y a des visuels de coque qui ont fuité, qui sont très sympas, avec la possibilité, avec un emplacement spécial pour mettre le stylet. Donc tout converge dans ce sens-là, mais il faudra forcément avoir une coque pour pouvoir ranger son stylet. Je trouve ça un petit peu dommage. Si le Galaxy Z Fold a vocation à remplacer les Galaxy Note, de pas l'avoir intégré directement dans l'appareil, puisque c'était une des forces et une des particularités du Galaxy Note. Après, le Galaxy Z Fold, le 2 était un très très beau, très très bel appareil. Le 1 était un peu catastrophique, mais le 2 a vraiment
vraiment tout pour lui. Et le 3 devrait apporter donc le S Pen et également à l'intérieur une caméra selfie qui pourrait se loger sous l'écran. Donc ça, c'est un peu une grande nouveauté. Ça fait longtemps qu'on nous en parle, mais on n'a pas eu réellement de belles applications. Il y a certains constructeurs qui l'ont déjà intégré dans certains produits. Je pense notamment à ZTE en Chine, qui a proposé le ZTE Axon 20 5G, si je dis pas de bêtises, qui avait une caméra sous l'écran. Nous, on a eu l'occasion de l'essayer chez Frandroid. D'ailleurs, Omar avait fait une prise en main sur le site. Vous pouvez le retrouver assez facilement. C'était pas ça du tout. Donc Samsung a plutôt tendance, un petit peu comme Apple maintenant, à essayer de peaufiner ces technologies avant de les sortir. Donc on peut espérer que ce soit quand même un peu mieux, mais je reste quand même un petit peu sceptique sur cette technologie. Après, on aura quand même une caméra selfie sur l'avant du téléphone, sur l'écran, sur le petit écran, et 3 appareils photo au dos de l'appareil, au dos du téléphone. Donc dans tous les cas, même si le selfie du grand écran est pas terrible, il y aura toujours d'autres possibilités. On suivra tout ça avec les annonces en bonne et due forme, mais bon, effectivement, on a un bon aperçu de ce qui va se passer. Gaëtan, tu parles souvent des usages de ton côté sur tes différents canaux, notamment sur ton podcast perso, sur ton streetcast, comme on dit. Est-ce que finalement, quand on regarde un peu sur le papier et qu'on met de côté les histoires d'écosystèmes, Android, iOS, Apple, nanana, est-ce que finalement, je reviens sur cette notion d'héritage de Samsung Galaxy Note, est-ce que finalement le Samsung Galaxy Fold, là, cette espèce de format petite tablette avec un stylet qui est assez compact, que tu peux replier, qui te permet de faire plein d'usages, des prises de vue qualitatives si l'appareil photo est vraiment qualitatif, qui a une surface d'utilisation assez intéressante. Est-ce que c'est pas l'outil professionnel de mobilité par excellence, toi qui bouges beaucoup et qui a besoin aujourd'hui dans ta mobilité de ressources informatiques, est-ce que ça remplacerait pas les smartphones et les tablettes que tu peux avoir aujourd'hui? Je pense que ça peut le faire. Avec l'histoire du stylet, si le stylet arrive sur le Fold 3, c'est bien, c'est le Fold, hein. Ouais, c'est le Fold 3, qui est grand format. Ouais. Ça peut le faire. Effectivement, s'ils rentrent pas dans le téléphone, c'est con parce que c'est vraiment une de leurs forces par rapport à ça. Donc, à moins qu'ils en fassent un stylet pliant. Mais oui, je pense, honnêtement, de toute façon, le smartphone pliable, pour moi, l'usage, enfin, le débouché en dehors du côté gadget, le côté waouh technologique, il faut un usage, il faut quelque chose. La Surface Duo, par exemple, de Microsoft, dans leur promesse, c'était un peu ce côté-là. C'est le côté un peu pro téléphone et en même temps tablette. Et je pense qu'il y a quelque chose à en faire. Maintenant, la tablette, le truc, c'est que Apple est en train de dominer le marché, et sa tablette est de plus en plus un ordinateur portable plus qu'une tablette en elle-même. Donc, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un créneau à trouver au niveau des usages pour quelque chose de beaucoup plus pratique. Notamment, je pense vraiment encore une fois à des usages professionnels, dans plein de cas de commerciaux. J'ai un artisan qui est venu, prendre des notes. J'ai vu un artisan qui est venu. C'est un peu 3615 ma vie, hein, mais qui est venu réparer un store chez moi, qui m'a fait la facturation, qui m'a fait toute la rentrée dans son système d'information avec une tablette, donc une Samsung, hein, ça aurait pu être un iPad, ça aurait pu être n'importe quoi. Je le voyais quand même pas mal galérer. J'ai la naïveté de penser que ce serait presque tout aussi pratique pour lui d'avoir ce type d'appareil avec un stylet, avec des usages qui lui auraient permis d'avoir même des fonctions manuscrites et tout. Ça l'aurait tout aussi bien fait, je pense. Après, il te reste la surface d'écriture et de saisie. C'est toujours le même sujet, hein. Oui, je pense là aussi qu'en matière d'interface, les constructeurs, et en l'occurrence un Google qui est derrière Android, a aussi de l'évolution à proposer parce qu'il y a de l'adaptation à faire à ce niveau-là. Je leur fais confiance plus encore là-dessus que sur les technos matériels, en tout cas pour le proposer. D'autant que Samsung et Google ont travaillé main dans la main justement sur toute la partie logicielle des technologies pliables, et on attend un Pixel Fold, si c'est son nom, mais en tout cas un smartphone pliable de la part de Google aussi, potentiellement dans l'année, peut-être en 2022. Donc on aura peut-être l'occasion de voir une intégration un petit peu plus poussée de ça au cœur de l'écosystème Android et encore plus de l'écosystème Samsung, puisque ils auront travaillé avec Google d'une part, et on sait qu'ils travaillent aussi très fortement de leur côté pour pousser justement ces technologies sur le Z Fold, sur le Z Flip, et au sein de leur écosystème One UI avec le stylet, etc. Ça va devenir intéressant.
La révolution est lente, c'est pas un Big Bang, mais il y a une vraie évolution, une vraie maturation sur ce sujet, c'est cool. Ne serait-ce que de voir qu'il y a un verre pliant qui est suffisamment résistant pour un stylo, c'est déjà une très très belle évolution technologique quand même quand on y pense. Au passage, Microsoft laisse pas tomber son Surface Duo, enfin pas complètement, en tout cas il prévoit une évolution, il prévoit une V2 a priori, d'après ce qui serait apparu sur Internet, avec des photos prises à la volée comme ça de ce qui pourrait être donc un Surface Duo 2, avec notamment alors un appareil photo bien plus avancé. Je me rappelle quand on parlait avec Cassim Ketfi à l'époque de l'arrivée du Duo, on critiquait déjà une des lacunes d'un truc qu'on veut absolument sur un smartphone, c'est des bons appareils photo. Donc là c'est cool, il y aurait un super gros module photo qui serait plutôt qualitatif, 3 objectifs de ce qu'on envoie sur les photos. Bon, problème c'est que ça déborde un peu, et le Microsoft Surface Duo, il était aussi sympa parce qu'on pouvait complètement le plier d'un côté ou complètement le plier de l'autre. Donc là, ça pose question. Est-ce qu'il laisse tomber? Bon, peut-être que c'est des outils de développement qui sont en cours de fabrication. Peut-être qu'ils vont faire évoluer ça. Je pense que ce sera compliqué d'avoir des appareils photo qui rivalisent avec les concurrents sans que ça sorte un petit peu du boîtier. On verra ce qu'il en est. Et puis, il y avait aussi des lacunes au niveau du processeur. Là aussi, il pourrait y avoir des évolutions au niveau des processeurs pour avoir quelque chose de plus performant. Tant mieux. Un petit mot, parce qu'on avait déjà expliqué là aussi dans des précédents épisodes, si vous nous écoutez depuis un petit moment dans Tech Café, que Tesla était rentable, non pas parce qu'ils vendaient des voitures, en tout cas pas que parce qu'ils vendaient des voitures, mais aussi et surtout parce qu'ils revendaient des crédits carbone aux autres constructeurs automobiles qui restaient sur du thermique. Alors bon, c'était quand même pas bon signe pour le long terme, parce que vraisemblablement l'ensemble des constructeurs d'automobiles à l'échelle de de nombreuses années, mais ça va arriver assez vite à avoir de plus en plus des constructeurs qui vont se baser sur l'électrique, donc nécessairement les crédits carbone vont probablement pas être évalués de la même manière. Mais ça y est, Tesla a enregistré un bénéfice de plus d'$1 milliard, 1,1 milliard de dollars au second trimestre donc 2021, et 354 millions de dollars sont liés aux ventes de crédits carbone, mais le reste est issu de la vente de voitures. Donc c'est quand même génial. On peut féliciter Tesla, qui est un constructeur automobile, de parvenir à être rentable en vendant, vous avez compris, des voitures. La mobilité électrique, ça vous inspire l'un ou l'autre, ou est-ce que il n'y a pas grand-chose à en rajouter? Ah, Gaëtan. Oui, bien sûr. Ça m'inspire, mais pour l'instant c'est juste de l'inspiration. Ouais, je suis pas encore, mais ça s'aggrave de plus en plus. De toute façon, c'est en train de suivre je pense que ça va arriver très très vite. Là, il y a une vraie volonté. J'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté politique aussi de faire avancer les choses assez rapidement. Donc, c'est dans 4-5 ans, ça sera rentré vraiment dans le quotidien pour beaucoup de monde. Si je dis pas de bêtises, c'est l'Europe qui a annoncé, qui a donné en cible 2035 comme étant la limite au-delà de laquelle il faudra plus vendre de thermique, si je dis plus de thermique neuf, évidemment. C'est ça, donc les constructeurs ne vont pas attendre 2034 pour arrêter d'en vendre. Ouais, bien sûr. Personne va acheter une voiture thermique, même 4 ans, alors que dans 4 ans, tu pourras plus... C'est clair. La plupart des constructeurs de toute façon se sont donné une deadline à 2030, donc il y aura 5 ans de vente derrière éventuellement 6 ans sur leur thermique. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que au-delà des législations sur la vente, il y a aussi beaucoup de législations qui sont faites au niveau des villes, et il y a pas mal de villes qui veulent interdire la circulation des véhicules thermiques à partir de l'horizon 2030-2035 aussi, ça reste flou, mais par là. Donc de toute façon, c'est sûr que dans 9 ans et dans 15 ans, il y aura plus de thermique, et on va devoir passer à l'électrique. Et 9 ans pour une voiture, c'est rapide. C'est court comme oui, clairement. On parle de Tesla au passage, ça a été confirmé, les superchargeurs de Tesla vont être ouverts aux véhicules qui ne sont pas Tesla, a priori d'ici fin 2021, avec l'astérisque qui va bien parce que c'est une date qui est annoncée par Elon Musk, donc évidemment il faut prendre ça avec une grosse pincette, et avoir aussi les modalités de mise en œuvre. A priori ce qui se dessinerait, c'est si vous avez un véhicule électrique qui n'est pas de la marque Tesla, vous devez installer tout simplement l'application mobile Tesla, vous y rattachez un moyen de paiement, et puis vous dites voilà, je voudrais sur tel superchargeur à tel endroit, telle borne chargée, et donc en payant ça vous active la libération d'électricité. Pourquoi pas, après tout sur le papier ça serait plutôt simple. Oui, avec ta Xiaomi M365 effectivement.
C'est une très bonne chose si on peut avoir des réseaux de recharge qui soient un peu uniformisés au Oui, ça sein de aussi. tous les constructeurs, parce Ouais. que c'est vrai que aujourd'hui Tesla a son propre réseau. Après, il y a des réseaux qui sont un peu plus larges. Je pense notamment à Ionity qui permettent de recharger chez plusieurs constructeurs. Mais Quand si tu vous dis plus pouvez, large, c'est sur les véhicules Disponible. compatibles, mais c'est pas sur le nombre de oui, bornes. Ouais. oui, tout à Ouais. fait, oui, sur le nombre de véhicules compatibles. Mais c'est vrai qu'avoir un seul et même réseau qui puisse recharger n'importe quel véhicule aujourd'hui, ce serait quand même une grande avancée, parce que suffit d'aller dans un pays, je sais pas si ça existe hein, d'ailleurs, j'ai pas la carte en tête, mais un pays où il n'y a pas de recharge Tesla, bah t'as pas l'air con avec ta Model 3. Absolument, absolument. Bon, il y a beaucoup de pays où il y en a quand même, mais t'as raison. Cela dit, il y a aussi un élément qu'on va constater avec cette évolution autour de l'électrique, c'est la consolidation des services autour des bornes. Alors, aujourd'hui, il faut quand même savoir à quel point c'est un enfer si vous utilisez un véhicule électrique pour les bornes publiques. Très souvent, vous avez plusieurs tarifs en fonction des bornes et en fonction du badge que vous utilisez. Il y a des interopérabilités, mais les tarifs sont vraiment très compliqués. Il y a d'ailleurs des sites qui se mettent en place pour vous aider à comparer les prix. Il y a ChargePrice notamment, qui est un site qui référence plutôt bien l'information. ChargeMap est aussi un acteur qui apporte beaucoup de transparence et beaucoup de clarification pour les usagers au final. Allez jeter un coup d'œil, c'est intéressant à voir. Et ça vous permet d'ailleurs de mesurer combien vous coûte l'usage d'un véhicule électrique au travers de bornes publiques. C'est intéressant. Allez, on va faire un petit détour du côté des jeux vidéo parce qu'il y a une autre annonce qu'on n'a pas relayée dans Tech Café la semaine dernière. On aurait dû le faire et l'absence d'épisode nous a empêché de le faire. C'est, allez, peut-être le petit chouchou du moment pour les gamers en mobilité. C'est le Steam Deck ou la Steam Deck. Vous me direz comment vous préférez qu'on le dise. Qui dit Steam dit c'est Steam, hein, c'est le même acteur Valve que ce qui est derrière la plateforme de distribution de jeux PC, enfin de jeux vidéo d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des jeux PC. Trois prix différents, 419 €, 549 € avec 256 gigas, 419 € 64 gigas et 679 € pour 512 gigas. Il y a des petites différences dans les modèles, mais pas fondamentalement très différents non plus. Dans tous les cas, c'est un processeur AMD qui est personnalisé avec l'architecture Zen 2, qui vous permet de jouer à plein de jeux vidéo, parmi lesquels parfois des assez récents d'ailleurs. Évidemment, votre bibliothèque Steam qui vous suit. Évidemment, des commandes qui sont hyper intuitives, hyper pensées pour le gaming. Une station d'accueil qui est fournie avec le Steam Deck qui permet notamment d'y connecter des écrans externes, des périphériques, etc., etc. Alors forcément, quand on a vu cette annonce, on n'a pas pu s'empêcher d'avoir la première réaction de dire waouh, mais en fait, c'est un concurrent de la Switch, en fait. Et effectivement, au niveau du format, on est un petit peu sur le même gabarit, sur le même principe, en tout cas, d'intégration d'un écran avec des éléments de commande sur les côtés. Alors déjà, avant de rentrer dans les détails, de dire qu'il y a plein d'autres appareils qui existent de ce type. Manu, est-ce que c'est le type d'appareil qui pourrait te convaincre aujourd'hui? Est-ce que tu te sens frustré avec... Alors, je sais pas si t'as une Switch, je sais pas si t'es un grand gamer en mobilité. Comment tu vois cette Steam Deck? Ah, je suis un grand gamer et j'ai toutes les consoles depuis que je suis tout petit, donc, Ah, donc oui, évidemment, je suis très emballé par l'idée, surtout que pendant très longtemps j'ai été un gamer PC et donc ma librairie Steam est assez conséquente et comme beaucoup de monde, j'ai un back catalogue qui est très conséquent et avec plein de jeux que j'ai jamais fait, donc je serais très heureux de pouvoir les faire au fond de mon lit ou dans les transports, etc. Donc en soi, l'idée, quand je l'ai vu arriver, et d'ailleurs il l'avait teasé un petit peu, hein, Game Newell, un petit peu plus tôt dans l'année, avait dit qu'ils arrivaient sur le marché des consoles. Donc on savait que ça allait arriver, on savait pas quelle forme ça prendrait, mais on se doutait aussi un petit peu que la Switch était dans le viseur. Donc le format est super excitant, mais Ah. et Listons c'est tous là, ces mets. ouais, c'est ça le problème en fait, c'est qu'il y a beaucoup trop de mais aujourd'hui qui font que je suis très sceptique et clairement je vais pas la précommander parce que je vais attendre de Ah. la tester et j'attends de voir parce que
pour moi, alors je m'avance peut-être un peu et j'avais dit que la Switch était pas forcément une bonne console quand j'avais fait la prise en main Pauvre à de l'époque. toi. Oui, j'ai pas eu le nez creux, mais j'ai eu quelques épiphanies comme ça. La Switch qui marcherait Cela dit, pas je pense que t'avais pas complètement tort. La Switch n'est pas une bonne console. C'est une bonne console Nintendo. Et c'est pas tout à fait pareil parce que une des plus-values de la Switch, on va pas se mentir, c'est pas le matériel. En plus, les Joy-Con ont des soucis là avec les drifts. Enfin bon, bref, les manettes lâchent très rapidement. Mais c'est aussi, il faut pas se mentir, l'écosystème Nintendo qui fait vendre les Switch avec les jeux Nintendo. L'appareil tout seul, sans le catalogue de jeux Nintendo, ce serait sans doute pas le même succès. Oui, bien sûr. Après, pour le coup, j'avais eu l'occasion d'essayer Breath of the Wild à l'époque, donc à la prise en main de la Switch, et j'avais trouvé que c'était un Zelda qui était techniquement un peu à la ramasse, parce que c'est vrai qu'il avait quelques petits soucis, en tout cas sur cette version preview où ça ramait pas mal, un petit peu comme la version Wii U aujourd'hui, qui est pas, où on sent que c'est pas terminé. Donc bon, j'étais pas emballé par la Switch, et aujourd'hui je suis pas non plus emballé par le Steam Deck ou la Steam Deck, à vous de voir, et notamment avec le track record de Valve sur le hardware, parce que les Steam Machines, parce que le Steam Controller, parce que le petit boîtier pour connecter son PC à sa télé, je sais plus comment il s'appelait, le Steam Link. Ouais. Le Steam Link, voilà, tout ça c'est des produits qui n'ont pas marché, et derrière, il y a aussi toute une partie logicielle et optimisation. Tu parlais de l'écosystème de la Switch, de Nintendo, mais pour moi, ce qui fait la magie aussi de Nintendo, c'est leur force à optimiser tout leur écosystème et tous les logiciels, qui fait qu'aujourd'hui, on a des jeux PS4, Xbox One, voire PS5, Xbox Series X qui peuvent tourner sur la Switch parce que c'est optimisé. Alors peut-être que c'est très moche, mais en tout cas ça tourne. Et Steam, là, faut pas oublier que c'est SteamOS, donc c'est un logiciel Linux, un système d'exploitation Linux, base Linux qui est installé dessus. Donc ça va être une couche d'émulation qui va être utilisée pour faire tourner des jeux Windows sur un appareil qui est pas non plus ultra puissant. Donc il faut pas s'attendre non plus à des performances qui sont monstrueuses, surtout en mobilité. Moi, je pense que c'est un appareil qui, en plus sur du matos PC qui évolue très vite et qui devient vite obsolète, va vite se retrouver au fond d'un placard, parce que là où Nintendo a la force d'avoir des éditeurs qui le suivent, ou même des studios tiers, enfin un studio tiers, un studio interne qui lui permet de créer des jeux qui sont parfaitement optimisés. Là, les jeux vont pas être optimisés pour aller. Soyons optimistes, 500 000 consoles qui vont se vendre, et donc en fait tu vas te retrouver avec des jeux au bout de 2 ans qui tourneront pas parce que ça va laguer et ça va être de la merde. Gaëtan, t'es je- plutôt joueur salon, hein, je crois. Oui, joueur salon, et la Switch, j'y croyais pas du tout non plus. D'ailleurs, il y a une Switch à la maison que je n'ai jamais allumée, j'ai jamais testé. Pour te dire. Ah ouais. Putain, c'est vrai, sérieux, t'as une Switch que Oui, tu n'as parce que jamais moi, utilisée à la maison. ma fille, ouais, comme ça, Il y en a une à la Scandale. maison. Plusieurs fois, je dis qu'il faut que j'essaye quand même. Non, mais en plus, comme quoi, ça m'a. Bon, bref. Et t'as tout dit, en fait, Manu, sur Steam Deck là-dessus, je te rejoins. S'ils veulent en vendre, s'ils veulent vraiment en vendre, il y a une chose à faire, c'est mettre Half-Life 3 dessus. Et voilà, ça c'est fait. C'est placé. Effectivement, c'est sûr que si jamais c'était le seul produit sur lequel tu pouvais acheter un Half-Life 3, effectivement, ils en vendraient probablement beaucoup. Je sais pas si les gens les garderaient longtemps derrière. Non, bon, il y a un point, c'est quand même qu'on vit à l'époque aussi, notamment du Game Pass. Est-ce que le Xbox Game Pass serait pas typiquement le bon produit à faire tourner sur ce type d'appareil? Je sais pas. L'éternelle question qui va se poser, l'ultime question qu'on va pouvoir se poser vis-à-vis du Steam Deck, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a une machine de ce type-là, en tout cas sur ce format matériel-là qui existe. Je vous ai mis dans les notes de l'émission le lien vers l'article de Frandroid qui liste plusieurs alternatives, mais il y en a en réalité plein que vous pouvez trouver sur notamment des sites de magasins, enfin des magasins en ligne d'origine chinoise, et vous avez plein de machines qui permettent de faire tourner l'équivalent d'un PC entre vos deux mains.
À voir. Bon, on misera pas beaucoup, vous aurez compris dans cet épisode, sur le succès possible du Steam Deck. Je voudrais plutôt, moi, de mon côté, miser, aller un petit billet, ne serait-ce que par le coup de cœur sur la Playdate. Rien à voir avec des rencontres coquines, mais c'est encore une fois cette console dont on a déjà parlé avec Guillaume Poggiaspala, sur laquelle on attend peut-être beaucoup, sans doute trop, qui est réalisée par Panic, qui est à la base un éditeur de logiciels, et qui a inventé une console qui a le mérite de ne ressembler à aucune des consoles du moment. C'est un petit carré jaune avec un écran en niveau de gris qui a un stick, alors pas un stick analogique mais une croix directionnelle, 2 boutons d'action et qui a aussi une petite manette et donc on nous promet une interactivité avec des jeux qui sont développés par la Playdate pour la Playdate avec cette petite manivelle. Ce sera pas le seul intérêt de la console. L'autre intérêt, ce sera un renouvellement des jeux que vous pourrez télécharger régulièrement. Et la raison pour laquelle j'en reparle encore une fois, c'est que attention, au moment où vous écoutez cet épisode, peut-être qu'elle est en précommande. C'est le 29 juillet que vous pouvez précommander votre Playdate. Manu, est-ce que la rédaction a précommandé va précommander une Playdate pour en faire le test sur Android? Ah bah évidemment, on va l'essayer sur le site. Après, est-ce qu'on va être conquis? Ça, c'est autre chose. Bah, on peut au moins leur décerner la médaille de l'originalité, et puis on verra un petit peu mieux. Complètement, ouais. C'est le coup de la manivelle. Je dois t'avouer que j'ai été très surpris et que je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Encore une fois, c'est un produit qui a beaucoup d'ambition, beaucoup de possibilités, mais qui risque d'être freiné sur un plan strictement économique, sur le fait que pour que ça marche, il faut qu'il y ait des éditeurs qui suivent, mais pour que les éditeurs suivent, il faut que ça marche. Lequel des deux va arriver en premier? Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Et sur un acteur qui est pas forcément ultra connu dans le monde du jeu vidéo, c'est pas sûr. Mais en tout cas, en tant que... Parce qu'en plus, elle coûte pas très cher. Je crois qu'elle est même pas à $200. 179. Ouais, voilà. Après, bon, pas très cher relativement parlant. Hein, oui, tout est relatif. Si c'est un appareil qui prend la poussière, oui, effectivement, $200 c'est cher. Après, par rapport à une console aujourd'hui à 500 €, c'est moins cher. Mais est-ce que, enfin, c'est mignon, c'est original. Moi j'aime bien, j'ai envie de l'essayer. Est-ce que je pense que ça va marcher? Non. Bah malheureusement, ouais, je pense qu'on en est Game Boy. là. C'est un revival un peu de la Game Boy. Hein. Vous avez pensé un peu à ça? Il y a probablement effectivement la volonté de surfer sur cette nostalgie qu'on pouvait avoir ça de peut la peut-être Game marcher, Boy. ça faire un coup justement plutôt sur cette partie-là, côté un peu marketing du truc. C'est possible. Ouais. Complètement, ça fait un peu partie de ces appareils, ce que moi j'appelle les appareils bullshit, qui sont un peu comme la NES Mini, la SNES Mini. Ça, ils ont sorti tout un tas de trucs. Je crois qu'il y a eu des Neo Geo etc. Toutes déclinées en format mini, qui en fait sont pas tant là pour plaire aux joueurs, mais pour plaire aux nostalgiques. Et c'est mignon, ça donne envie. Donc il y en a plein qui vont l'acheter, c'est certain. Peut-être même moi le premier. Mais derrière, enfin, ça va être un peu un one shot. Et sur le côté suivi logiciel et suivi du catalogue de jeux, je pense qu'il faut pas trop espérer. Bah on verra, mais j'ai la naïveté de penser que ça peut être le type d'appareil comme ça, un peu intemporel, que tu peux t'acheter et que tu vas faire durer très très longtemps, plusieurs années, qui aura pas forcément beaucoup d'évolution, beaucoup d'itérations. Bon, on verra. On rappelle, le processeur, c'est un Cortex M7 cadencé à 180 MHz. On est loin quand même des configs qu'on peut avoir sur d'autres appareils, mais pourquoi pas? Pas de Fortnite. C'est quoi? C'est l'équivalent d'un Galaxy S2, ça? Non? Et honnêtement, bonne question, mais je pense que c'est peut-être même moins qu'un S2, si je dis pas de bêtises. À voir. Franchement, à voir. Noir et blanc, ouais. Faudrait comparer, mais ouais, voilà. Au niveau de la puissance, on doit être dans ces eaux-là, peut-être en dessous. Donc, quand on voit ce qu'on peut faire, c'est du 400 par 240 en même temps. Ouais. Et USB-C. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Il y a des smartphones modernes qui n'ont pas l'USB-C. Ça va. Un dernier mot sur Apple.
Oui, par exemple. Bon, bref. Un dernier mot sur les jeux vidéo aussi pour dire que dans l'actu a été partagé les informations autour de Netflix qui veut proposer du jeu vidéo. On avait déjà commencé un petit peu à parler de ses premières intentions. Il y a une lettre qui a été distribuée à ses investisseurs et qui donne quelques éléments complémentaires. Alors, on n'a pas tous les détails, hein, loin de là. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que il y aura pas de surcoût. Donc a priori, c'est vous prenez votre abonnement Netflix habituel et c'est intégré, et que ce serait plutôt orienté autour du jeu mobile. J'ai l'impression qu'on peut avoir de grandes ambitions derrière le jeu vidéo de Netflix et qu'on va se retrouver avec une espèce de store Android alternatif. Bon, je sais pas ce qu'il faut vraiment s'attendre à voir, mais on risque d'être déçu à mon avis, mais bon. Je sais pas si ça t'inspire quelque chose. Oui, Gaëtan, ouais. Mais au moins, ils l'auront tenté. Depuis le temps qu'on parle du Netflix du jeu vidéo. Netflix aura testé, bah ça marche pas, c'est terminé, next. C'est rien que pour les ambitions de référencement naturel dans les moteurs de recherche. À force qu'on recherche Netflix du jeu vidéo, ils apparaîtront en premier. Bien, mais ouais. C'est malin, Ouais, c'est malin. S'ils arrivent à faire ne serait-ce qu'un service qui arrive plus ou moins à égaler Apple Arcade, ce sera déjà très honorable, je pense. Ce sera déjà pas mal, et pourquoi pas. Après tout, c'est vrai que ils ont du budget, ils ont des studios derrière qui peuvent les suivre assez facilement, et des licences. Et des licences. Et si en plus ils arrivent à aligner de l'argent, un petit peu comme le fait Microsoft avec son Game Pass, t'en parlais tout à l'heure, justement pour acheter des jeux, pour pouvoir les intégrer à l'abonnement, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Bon, ce sera pas une révolution, hein, ce sera pas une nouvelle console, vous l'aurez compris, mais peut-être un modèle de distribution qui peut être intéressant à suivre, effectivement. La question que je me pose personnellement, puisque effectivement on parle du Netflix du jeu vidéo souvent quand on parle du cloud, et ce qui s'en rapproche le plus aujourd'hui, c'est le Xbox Game Pass, parce que t'as un catalogue complet, gratuit, tu peux y jouer dans le cloud, etc. Mais en fait, ils ont pas précisé si ce Netflix du jeu vidéo sera juste une boutique de distribution comme tu l'as dit toi-même pourrait être un Google Play alternatif, ou si ce sera si derrière il y a vraiment une infrastructure pour jouer dans le cloud. Tout à fait. Et auquel cas il pourra justement venir concurrencer un Xbox Game Pass dans le cloud. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant à voir. En tout cas, ils peuvent avoir les reins pour la diffusion probablement en streaming. J'ai l'impression que c'est plus à sur d'autres volets sur d'autres composantes de la distribution de jeux vidéo en streaming qu'il peut y avoir beaucoup de freins. Je sais pas, mais on n'en sait pas beaucoup plus, mais vous voyez que la mise au point s'affine sur la proposition de Netflix autour du jeu vidéo, et forcément on en reparlera. Merci beaucoup Manu, Gaëtan d'avoir participé à cet épisode estival de Tech Café. C'était vraiment comme toujours un grand plaisir de vous retrouver. Et d'ailleurs, à propos de retrouver, peut-être que vous pouvez en profiter pour dire aux auditeurs où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous, à titre individuel, si on veut rentrer en contact. Peut-être Gaëtan ? Donc moi, si vous voulez me retrouver, il y a un vieux musée du blog qui s'appelle Coty Geek. Musée du blog. En fait, il n'y a plus d'articles depuis 6 mois. Non, bref, et c'est dedans, vous avez c'est la plateforme d'entrée, vous pouvez retrouver Twitter, Instagram, les quelques tweets que je peux faire, les quelques vidéos YouTube et les quelques podcasts que je peux enregistrer à titre personnel ou d'autres productions. Voilà. Et notamment Coty Geek, voilà, où vous pouvez suivre les pérégrinations personnelles de Gaëtan, parmi lesquelles, dans les dernières, ta découverte du karting. Donc, allez, si vous êtes intéressé par le kart, allez écouter Coty Geek. Mais c'est pas électrique. Et c'est pas électrique, effectivement, c'est avec du bon vieux pétrole, puisqu'on en débordera de pétrole, vu qu'il y aura plus de voitures classiques qui utiliseront le pétrole. Ça restera du sport à 100%. On te retrouve aussi dans Burger Tech, hein. Il faut écouter aussi Burger Tech, ne serait-ce que pour le ton et la qualité de l'animation. Merci Gaëtan de ta participation. Manu, où est-ce qu'on peut te retrouver de ton côté ? On peut me retrouver sur Frandroid, qui est décliné sur un peu toutes les plateformes, donc évidemment le site frandroid.com, mais aussi sur la chaîne YouTube, Frandroid aussi, et depuis peu sur Twitch. Donc la chaîne s'appelle Frandroid Live. On fait, alors pour le moment, on n'a pas de chaîne de programmation très claire parce qu'on fait beaucoup de tests sur l'été. Ce sera beaucoup plus carré à partir du mois de septembre, mais on fait pas mal de choses. On fait notamment des débriefs de l'actualité, mais on fait
aussi des débats et des quiz où vous avez la possibilité de gagner des cadeaux. Donc c'est toujours sympa parce qu'on fait gagner des objets tech. Donc rejoignez-nous et abonnez-vous. Et sinon, à titre personnel, vous pouvez me retrouver sur Twitter @nobunagashi, NOBUNAGASHI, où je fais beaucoup de blagues foireuses et de politique qui ne fonctionnent pas toujours. Mais ça mérite d'être suivi. J'en profite du coup que tu mentionnes l'activité de Frandroid sur Twitch. Quelle est l'ambition, j'allais dire presque sur le plan marketing, commercial ou stratégique d'une rédaction comme la vôtre à être présent sur Twitch, parce que bon, par exemple un YouTuber, tu vois, je peux voir un podcasteur qui peut aller sur Twitch, je le vois bien. Pour une rédaction, est-ce que l'objectif c'est de faire une présence complémentaire sur une plateforme où il y a beaucoup de monde et où finalement c'est encore intéressant aujourd'hui d'émerger, ou est-ce que vous avez d'autres volontés et peut-être que justement ces objectifs sont identifiés dans le cadre des tests que vous faites? En fait, je pense que comme beaucoup, on veut jamais rater le coche. On a vu avec la presse papier qui a raté le coche Internet, que c'est très important de s'intéresser aux nouvelles plateformes. Aujourd'hui, on voit que la vidéo sur Internet, c'est un médium qui est très important. On est arrivé sur YouTube il y a 6 ans maintenant, je crois. Donc on a une chaîne qui est florissante et qui fait beaucoup de contenu. Et on a beaucoup investi pour faire des contenus de qualité. Donc on est très content. Et donc là, avec l'explosion de Twitch, on ne pouvait pas passer à côté. Le but, c'est pas de faire ce qu'on fait sur le site, parce que chaque plateforme a son langage propre, a ses codes qui sont propres. Donc on veut faire du Twitch sur Twitch en parlant aussi des sujets qu'on fait sur Frandroid. Donc on va beaucoup parler de tech, mais on va aussi se permettre beaucoup plus de légèreté et de liberté que ce qu'on a sur le site. Aujourd'hui, effectivement, on fait beaucoup de tests, on essaye plusieurs formats, on essaye de voir ce qui marche. Le cœur, ça reste de plaire à nos auditeurs, à nos viewers, à nos lecteurs. On veut faire plaisir aux gens et nous se faire plaisir à nous aussi en faisant ça. Après, je vais pas le cacher, on reste une entreprise. On essayera aussi à un moment ou à un autre de rentabiliser ça, comme on a pu rentabiliser la chaîne YouTube de manière non intrusive. On essaye de faire quand même les choses assez proprement. Donc voilà, on apportera peut-être des formats sponsorisés à un moment ou à un autre. D'ailleurs, on l'a déjà fait. On avait fait un suivi d'une conférence Samsung sponsorisée par Samsung à l'époque sur Twitch. Voilà, c'est le genre de format qui permet aussi de rentabiliser tous les autres formats qu'on fait au quotidien et qui nous permettent d'être plus proches de nos lecteurs et surtout de notre communauté en fait, quelle que soit la plateforme. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour ces explications. Gaëtan, tu voulais compléter? Non, ça fait rêver, moi, avec mes 2 articles par an. Bon, après, il y a pas le même volume de personnes, et puis c'est votre métier, c'est votre vraie activité, votre métier. Très bien. Ça tient qu'à toi, Gaëtan. Oui, merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, je propose aussi à nos auditeurs, si jamais ils veulent pas perdre le fil, de nous retrouver aussi sur notre serveur Discord de Tech Café, dont le lien figure dans les notes de l'émission. Vous pouvez discuter avec nous et entre vous à peu près n'importe quand. Et puis, plus que jamais, je vous invite à aller considérer le fait, si jamais vous ne soutenez pas encore Tech Café sur Patreon, d'aller au moins jeter un coup d'œil sur la page, et puis peut-être de tenter de regarder, voir si pendant l'été ou pendant quelques semaines vous pourriez envisager un soutien pour l'émission. C'est évidemment extrêmement précieux pour ce qu'on peut faire derrière le podcast. Merci beaucoup de votre fidélité. On se donne rendez-vous tout bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Salut, bye. Ciao tout le monde. On va changer de rubrique en attendant parce qu'on a quand même quelques légèretés qu'on voulait vous partager. Vous m'entendez toujours ? Oui. Oui. Oui, je sais pas pourquoi, mais j'ai à peu près tout mon écran qui est passé tout noir. Alors attendez, bougez pas, je vais vérifier quand même que l'enregistrement est toujours bon. Ça me vexerait. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ça arrive. Je pense que c'est bon, hein, mais c'est juste pour me faire du montage, ces conneries. C'est le mot magique Pegasus. Voilà, oui, bah peut-être. Ah, ça y est, ils m'observent, les salauds.